Okay, bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a reçu Dr Talat Bessisso, qui est un gastro-entérologue qui travaille dans le réseau de santé McGill et qui est spécialisé dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Oui, c'est une discussion vraiment intéressante. La gastrologie, je pense vraiment pas que c'est le domaine auquel je m'attendais. C'est vraiment beaucoup de procédures techniques. Il y a aussi un peu le côté de la médecine interne, réfléchir, etc., mais beaucoup de récompenses immédiates. Donc, tu fais la procédure, tu vois c'est quoi, tu peux appliquer un traitement tout de suite, tu peux vraiment influencer la vie des gens considérablement. Ouais. Donc, il nous a vraiment bien vendu ça. Oui, exactement. J'espère que vous aussi, vous allez apprécier l'épisode. Bon podcast. Donc, avant de commencer l'épisode, j'aimerais ça remercier notre commanditaire officiel, Archer. Archer, c'est une firme de finance qui se démarque vraiment par sa simplicité, sa rapidité d'exécution et son expertise. Oui, puis c'est une firme qui est spécialisée en médecins. Donc, n'hésitez pas à les contacter là, si vous avez des questions par rapport aux bourses, à la marge de crédit, à des assurances invalidité ou à des options de placement. Oui, puis en plus, les rendez-vous sont gratuits. Donc, on met le lien en dessous du vidéo. Pour vrai, vous ne perdez rien à aller les rencontrer. Ça vaut la peine. Bonjour, Dr Bessisso. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir avec nous à l'émission. Bonjour, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Donc, en fait, on voudrait commencer pour en apprendre un peu plus sur vous. Donc, est-ce qu'au tout début, là, depuis que vous êtes jeune, vous saviez que vous vouliez aller en médecine? Non, pas vraiment. En fait, c'est venu un peu plus tard dans ma vie. Au début, enfant, j'avais pas vraiment d'ambition spécifique. La médecine, c'était pas quelque chose qui était sur mon radar du tout. Et puis, je dirais plus tard, dans l'adolescence, je suis une personne qui joue au soccer depuis très longtemps. Puis, c'est quelque chose qui m'intéressait. Alors, je me voyais peut-être, même si j'ai pas les talents pour, être joueur de soccer ou quoi. C'est ça qui me passionnait à ce moment-là. Mais après ça, j'ai réalisé que oui, c'est une passion, mais c'est plus un hobby qu'une profession comme telle. Ouais, c'est ça. C'est difficile de percer dans le sport. C'est certain, puis surtout en Amérique du Nord, dans les années 2000, c'était comme c'est beaucoup plus compliqué. Puis c'est ça, fait que tranquillement, je me suis dirigé vers ça. Il y a eu quelques épisodes dans la famille. J'ai une cousine qui est décédée d'un cancer. Elle était très jeune. Alors, ça m'a ouvert les yeux. Et puis, souvent, je suis certain, moi, je suis issu de l'immigration. Je suis arrivé ici, j'avais 11 ans. Je parlais pas français, je parlais pas l'anglais non plus. Alors, tu sais, je suis né au Koweït, mais je suis d'origine palestinienne. Okay. Et puis, c'est ça. Donc, mes parents valorisaient beaucoup l'éducation. Pour eux, c'était très important. Et puis, c'est ça. Donc, en fait, en partie, ils m'ont poussé un peu vers ça, mais ça m'a permis juste de m'ouvrir à ce domaine. Et puis là, ça s'est ça s'est déboulé après comme ça. Avec les capacités plus les valeurs familiales, ça a fait que... Ouais, c'est ça, exactement, ça a poussé. Puis, en fait, nous, on est 3 médecins dans la famille. J'ai une sœur et un frère aussi qui sont médecins. Wow, alors, c'était dans un peu des valeurs familiales, mais puis il n'y a pas de précédent. Donc, mes parents sont pas médecins, on n'a pas de médecin dans la famille vraiment. C'était plus, ils nous ont un peu dirigés, mais ça nous a permis de s'ouvrir les yeux et de dire c'est un domaine qui est intéressant. Moi, je suis le plus vieux, puis les autres ont embarqué après moi. C'est vous qui avez de pattes. Les deux, exact, ouais, c'est ça. Puis après ça, rendu en médecine, est-ce que vous saviez déjà que vous vouliez aller en gastro vers la médecine interne ou encore là, il y a eu un petit process qui s'est fait? Oui, aussi encore. Moi, j'étais très naïf à ce moment-là. Je suis rentré en médecine, puis c'est pour ça que je pense que c'est super ce que vous faites parce que ça permet aux gens de s'ouvrir les yeux. Moi, quand je suis rentré en médecine, je pensais qu'on finit puis on devient médecin. C'est tout. Moi, je suis médecin. Fait que en deuxième année, quand on commence à dire mais il faut que tu te spécialises, je dis oui, en quoi? Genre, c'est quoi les spécialités? C'est quoi les options que j'ai? Puis c'est quand même, on n'est pas toujours exposé à tout. On est limité parce que il y a les rotations qui sont obligatoires dans la faculté qui font en sorte que tu vois les choses qui sont les plus
communs ou les plus grosses spécialités, mais on n'est pas exposé à tout. Fait que non, je ne savais pas, j'avais aucune idée. Et là, je me rappelle, à la fin de durant ma première année, dans les small groups de gastro, j'ai approché le médecin qui était là, qui nous donnait le cours, et puis j'ai dit, est-ce que vous faites de la recherche ou autre? Je suis allé le voir, il m'a dit, viens voir, on va se rencontrer. Je suis allé le voir, et là, il m'a dit, moi, je vais être absent la grande partie de l'été, je ne serai pas là, mais je vais te présenter un autre de mes collègues, je pense que lui, il y aurait un projet. Alors, j'ai commencé avec lui, un projet qui m'a donné un petit projet, et là, ça a déboulé. J'ai pris intérêt en gastro, et puis j'ai fait un projet, après ça, on est allé au Congrès canadien, au Congrès américain, et là, ça a déboulé, puis là, je voyais que ça m'a ouvert les yeux à ce domaine-là. De là, est-ce que je peux dire que j'ai tout exploré? Non, j'ai pas tout exploré, et les domaines que j'ai appris plus tard qui existaient ou que c'est quoi exactement, mais ça m'a permis de découvrir ce domaine-là spécifique. Puis j'ai embarqué je dirais depuis que je suis en 2e année de médecine là, que que j'ai à partir dans le fond des cours comme plus théoriques que vous avez eu l'intérêt pour comme le sujet en général. Mais c'était des petits groupes. Ouais. C'est les petits groupes là où on discutait des discussions de cas et c'est là que j'ai approché la personne qui était là. Et souvent, je me rappelle très bien de ça. Alors quand moi, je donne le cours maintenant, je laisse mon courriel et je dis aux gens s'ils sont intéressés à me poser des questions ou autre chose, qu'ils peuvent m'écrire. Parce que c'est comme ça que moi, j'ai eu la chance de pouvoir percer dans ce domaine. Puis qu'est-ce qui vous a incité à aller approcher votre tuteur? Est-ce que c'est parce que c'est ça, le contenu des small groups était vraiment intéressant? Ou qu'est-ce qui a différencié un peu la gastro des autres domaines que vous aviez vus avant? Oui, j'ai eu un intérêt c'est ça. Donc, j'ai trouvé un peu de facilité puis un peu d'affinité pour la gastro. C'est quand même, ça nous rejoint tous. Ouais, c'est vrai. Ça rejoint on entend tous des gens qui ont des trucs. L'endocrino ou autre. Oui, on connaît du monde qui ont peut-être des problèmes, mais ça nous touche pas directement. Mais nous, on mange à tous les jours. Fait que tout le monde, il peut sentir des brûlures d'estomac, il peut sentir ça. Ça rejoint beaucoup plus de gens. Alors, je trouvais que ça m'a rejoint un peu plus. Puis, c'est pas parce que j'avais des problèmes, c'est juste que j'ai dit, je sentais un peu plus d'affinité. Alors, je l'ai approché. Puis, j'ai dit, j'attends ma chance. On sait jamais où est-ce que ça peut aller. Peut-être que je vais pas aimer ça, mais au moins je m'essaye. Puis là, vous êtes rentré en médecine interne après les CARMS, déjà avec l'idée dans le fond que vous alliez vouloir vous sous-spécialiser en gastro. Oui, exactement. Moi, c'était déjà clair dans ma tête que je m'en allais pour rentrer en gastro. Je sais que des fois, les gens sont confus parce qu'ils rentrent en médecine interne, ils ont tellement d'autres choix encore. C'est ça qui est un peu difficile avec la médecine interne, c'est comme si tu recommences le même processus parce que tu as encore un autre, plusieurs spécialités où là, il faut que tu rechoisisses encore, il faut que tu impressionnes encore, il faut que tu fasses de la recherche. Fait que tandis que quelqu'un qui rentre en chirurgie plastique, ben, c'est fini. Il sait dans quoi il embarque. Il a 5 ans, puis c'est réglé. Ou en radiologie, ben, il sait déjà qu'est-ce qu'il veut. Mais médecine interne, c'est encore ouvert. Mais fait que j'avais plusieurs de mes collègues qui c'était ça. Ils ne savaient pas où il s'en va. Mais moi, j'étais déjà mindé. Là. C'était clair dans ma tête que je m'en allais en gastro. Puis quand vous avez fait ce processus-là de réappliquer, est-ce que c'était compétitif dans votre année gastro-entérologie? Oui, la gastro-entérologie, c'est toujours compétitif, en fait. Parce que en médecine interne, je dirais les 2 spécialités qui ont le plus d'applicants ou c'est plus difficile à rentrer, c'est la cardio et la gastro. C'est les 2 souvent. Et puis, moi, je suis rentré à McGill. À McGill, ça dépend, ça alterne. Il y a des années où il y a un poste et des années où il y a 2 postes. Donc, quand il y a 30 résidents de gastro, c'est sûr que c'est pas les 30 qui veulent aller là, mais à tous les ans, on le sait, moi je suis sur le comité aussi des résidents, la sélection pour les résidents en gastro, puis à tous les ans, on doit faire un ranking, il y a toujours 4-5 personnes qui appliquent pour un poste. Puis c'est pour ça que tout le monde applique de partout. Les autres universités aussi appliquent parce qu'ils veulent maximiser leurs chances de rentrer.
Vu que vous êtes sur le comité, on dirait là, j'ai le goût de poser des questions là-dessus sur le processus de sélection. Là. Oui. Comment ça se passe, ça? Dans le fond, vous êtes combien sur le comité? On est à peu près, je dirais, peut-être 6-7 personnes. Okay. Souvent, la façon que ça fonctionne, il y a le directeur de programme, qui, bien sûr, c'est lui qui chapeaute le comité. Après ça, il y a des représentants des résidents. Donc, souvent, le résident-chef, 1 ou 2, dépendamment de l'année. Après ça, ils prennent un médecin par site. Donc, pour le Royal Vic, le général, l'hôpital juif, donc un médecin par site qui va être là. Il y a le directeur du département ou de la division de gastro-entérologie qui est aussi sur le comité. Et puis après ça, il y a les directeurs des sous-spécialités. Donc, de gastro, directeur des pathologies, directeur de maladies inflammatoires de l'intestin, puis les directeurs des maladies biliaires. Okay. Donc, ça donne genre peut-être 7-8 personnes là, à peu près qui sont sur le comité d'habitude. Puis vous vous asseyez autour d'une table, puis vous discutez. Oui, avant la COVID, oui. Maintenant, c'est par Zoom, là, mais avant la COVID, c'est ce qu'on s'assoyait exactement. On s'assoyait. En fait, oui, on reçoit tous les documents, les dossiers de chaque applicant. On les revise. Et après ça, chaque applicant fait 2 entrevues avec 2 médecins différents qui vont ils leur donnent une note. Et après ça, on discute de tous les candidats. Et puis, voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment... C'est le profil académique, c'est le profil de recherche. Et puis, une des choses... quand on arrive à ce stade-ci, une des choses que les gens peut-être réalisent pas, c'est que la personne que vous allez choisir, ça va être votre collègue. Si vous allez travailler avec lui pendant les prochaines, on ne sait pas combien d'années, là, 20, 30 ans. Fait que la personnalité compte beaucoup. On a eu des candidats qui étaient extraordinaires dans le sens que il y avait des notes, des super belles notes, tout ça, mais c'était quelqu'un qui n'était pas quelqu'un de... Pas agréable. Il n'est pas agréable, ou c'est pas un travailleur d'équipe, c'est pas quelqu'un qui veut partager, qui est gentil avec les gens. Tu peux être super bon, mais les gens, ils ne voudront pas t'avoir parce que, surtout... on va être collègues ensemble. Fait que c'est ça un peu la différence quand on fait la sélection, quand on fait le ranking, c'est sûr que tu vas perdre quelques rangs définitivement si tu as une personnalité qui fit pas ou que les gens apprécient pas, c'est certain. Ouais. C'est bon à savoir. Aussi, moi j'ai une question qui m'est venue en tête, mais avec le deuxième tour de CARMS pour en médecine interne, est-ce que c'est possible encore une fois de pas matcher comme qu'il y a au premier tour? Si vous dites qu'il y a des gens qui sont confus, ils appliquent dans plein de choses, puis qu'il y a des spécialités qui sont plus compétitives, est-ce que tout le monde finit par aller dans une spécialité quelconque ou ça se peut encore une fois que tu te retrouves? Ça se peut que tu te retrouves sans match, dépendamment où ce que tu vas appliquer. C'est sûr, la spécialité qui devient, si on veut, par défaut, qui a le plus de postes, c'est la médecine interne générale. C'est 4 et 5 ans de médecine interne générale. Ça reste ouvert. Alors, il y a souvent beaucoup plus de postes disponibles pour ça. Alors, il y a certaines personnes qui vont se dire, si je ne peux pas faire de la gastro, ben, écoute, je vais faire de la médecine interne générale, travailler dans un centre un peu plus périphérique, pas nécessairement à Montréal, puis faire plus de gastro parce que j'aime ça. Fait qu'ils vont peut-être... il y a des hôpitaux comme, par exemple, l'hôpital de Valleyfield. Ils ont que des internistes. Ils n'ont pas de sous-spécialité. Mais chacun fait un peu ce qu'il aime. Ils font un peu de tout, mais celui-là, lui, c'est notre gars de gastro. Ça, c'est le gars de cardio. Ça, c'est le gars de pneumo. Alors, ils se débrouillent comme ça parce qu'eux autres, ils n'ont pas assez de volume pour avoir des spécialités spécifiques. Alors, ça, c'est une autre alternative, là, si on n'est pas capable d'avoir ce qu'on veut. Ouais, ça peut être intéressant aussi si on veut pratiquer dans des milieux un peu plus éloignés, j'imagine, c'est une bonne alternative. Voilà, exactement, parce que il y a des hôpitaux comme à Drummondville, par exemple, ils n'ont pas de gastro, mais ils ont un interniste qui fait presque juste la gastro, parce qu'il y a du volume, fait que ça, c'est une autre possibilité, définitivement. Intéressant. Puis ici, vous avez parlé de profil de recherche en gastro. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment valorisé? Est-ce que vous en avez fait beaucoup dans votre parcours de la recherche? Mais moi, ça a commencé comme ça. Tu sais, quand j'avais approché, ça a commencé comme ça. Fait que j'en avais fait. Après ça, oui, j'ai continué à en faire. C'est sûr que ça dépend. C'est valorisé, oui, définitivement. Les gens regardent ça. Est-ce que c'est la seule chose? Non. Mais c'est comme n'importe quel
n'importe quelle autre situation où on fait de l'entrevue, c'est jamais une seule chose, c'est vraiment le profil comme tel, c'est comme un puzzle, il y a comme plusieurs facteurs, mais ça c'est un des facteurs. C'est sûr que si vous en avez jamais fait rien du tout, on va se dire des fois quand on discute dans le comité, on va se dire regarde, il est excellent, il a une belle personnalité, les gens parle de très bien de lui et tout ça, mais il fait pas de recherche. Mais peut-être que son profil, c'est un profil pas académique. C'est quelqu'un qui veut faire de la médecine plus périphérique ou communautaire ou quoi que ce soit, mais c'est bien correct. Il faut aussi former des gens comme ça. Fait que c'est pas quelque chose qui va définitivement vous empêcher de rentrer, mais il faut être explicite un peu. Parce que nous, on pose ces questions-là quand on fait de l'entrevue. On dit, mais vous avez pas fait de recherche. Je peux dire, moi, ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je m'intéresse vraiment à peut-être enseigner ou faire de l'éducation ou faire travailler en périphérie. Alors, tant et si longtemps qu'on est capable de s'exprimer là-dessus et être honnête, c'est le plus important, vraiment. Ouais. Puis c'est quoi vos intérêts de recherche à vous que vous avez eu dans le passé? Ou encore aujourd'hui? Ouais, moi c'est ça. Donc, c'est drôle parce que j'ai commencé, le premier projet que j'avais, c'était un projet d'hépatologie dans le foie. C'est parce que la personne qui m'a été référée, c'est un hépatologue. Alors, c'est ça. Et puis il m'a supporté beaucoup. Il était vraiment très, très gentil. C'est un de mes collègues maintenant. Et puis, c'est ça. Donc là, j'ai commencé. Là, je suis rentré en médecine interne. Et après ça, je suis rentré en gastro. Et quand je lui ai dit que je voulais pas faire d'hépatologie, il était tellement pas content. Il était déçu. Il était très déçu. Ouais, il était très déçu. Il dit, oh mon Dieu, ça fait des années. Ouais, c'est ça. Ça fait des années. Mais en fait, tu sais, parce qu'on change un peu, puis on explore des nouvelles choses. Que moi, je savais pas tout sur la gastro quand j'ai commencé non plus. Alors là, c'est ça. Donc, une fois que j'ai commencé à faire de la gastro, là, mon intérêt vraiment, c'est moi, j'ai une spécialité en maladies inflammatoires de l'intestin. Donc, les maladies de Crohn, colitis ulcéreuse, ça, c'est ma spécialité. Donc, je regarde à regarder comment guérir la muqueuse, comment améliorer, éviter les complications à long terme chez les patients avec maladies inflammatoires. Et puis, j'ai aussi un intérêt avec l'endoscopie. Donc, tout ce qui est endoscopie avancée pour enlever des gros polypes, pour enlever détecter des tumeurs ou des polypes de façon précoce. Donc, toutes ces choses-là. Donc, il y a ces deux aspects-là. C'est pour ça que quand j'ai commencé à faire de la gastro, puis je faisais des procédures, ben, là, je me dis, ah, waouh, j'aime ça. C'était quelque chose qui c'est pour ça que ça m'a allumé, tandis qu'en hépatologie, il n'y a pas beaucoup de procédures, c'est plus les maladies de foie comme telles. Alors, moi, c'est pour ça que là, je me suis recentré un peu. Là, j'ai pris un autre chemin. Ouais, mais j'avais cette impression-là que dans la médecine interne, la gastro-entérologie, c'est pas mal celle qui a le plus de procédures. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est les deux spécialités, c'est la cardio et la gastro. Okay, ouais, les deux, ces deux-là, ils ont les plus de procédures définitivement. La cardio, il y a tout ce qui est intervention dans les angioplasties et tout ça. Donc, ça, c'est plus dans la cardio. En gastro, oui, c'est définitif. C'est au moins la moitié de mon temps, sinon un peu plus, qu'on fait des procédures sur une semaine. Là. Fait que c'est... Et puis, quand on voit nos patients, les nouvelles consultations, ben, 80-90% du temps, des gens qu'on voit, on va faire une consultation, il va falloir qu'il y ait une procédure. Et ça, c'est une des choses que je trouve les plus gratifiant en gastro. Moi, je suis très visuel. Je veux voir les choses. Alors, ça me permet d'aller voir puis d'avoir une satisfaction immédiate. Là. Je sais c'est le problème là. J'ai pas besoin de deviner. J'ai pas besoin d'attendre des prises de sang qui vont prendre 2 semaines puis reviennent dans 3 semaines puis on va voir c'est quoi. Je le sais. Je fais la procédure. Je le sais tout de suite c'est quoi le problème et je peux m'en occuper. Des choses qui se traitent comme sur le champ. On commence le traitement là, tout de suite. On va pas attendre 2 semaines ou 3 semaines ou 4 semaines. Des fois, ça peut arriver parce qu'il faut attendre des biopsies si on n'est pas certain, mais la plupart du temps, on est capable de faire de quoi sur le champ. Alors, c'est une des choses que j'aime dans la spécialité. Vous en avez parlé un peu, vous dites que plus que la moitié de votre temps, c'est les techniques. Fait que le reste, c'est la clinique, je suppose. C'est quoi vraiment votre journée typique, là, ou votre semaine typique en gastro? Moi, c'est ça. C'est sûr que c'est différent si on parle d'un centre académique versus un centre en périphérie. C'est sûr qu'en périphérie, c'est 5 jours semaine où ce qu'ils vont faire ou bien de la clinique ou bien des procédures, de l'endoscopie. Et le temps d'endoscopie dépend de disponibilité.
Parce que si votre centre a 2 salles, ben, il faut que tout le monde partage les 2 salles. S'ils ont 4 salles, il faut que tout le monde partage les 4 salles. Alors, c'est là que c'est comme ça que ça dépend de est-ce que vous allez faire 1, 2 ou 3 journées par semaine de procédure, puis le restant de la clinique. Moi, ici à McGill, ce que je fais, c'est que j'intègre avec ça un peu d'enseignement et de la recherche. Donc, alors, typiquement, je fais 3 journées et demie de travail clinique et 1 journée et demie où ce que je fais de la paperasse, de on voit les résultats et tout ça, plus ma recherche. Alors, normalement, c'est à peu près ça. Donc, sur les 3 journées et demie de travail clinique, je fais 1 journée et demie de clinique et 2 journées d'endoscopie. Okay. C'est quand même bien réparti. Vous avez quand même à peu près, une semaine qui change un peu. C'est pas toujours la même chose à chaque jour. C'est pas toujours exactement ça. J'ai des journées de clinique, j'ai des journées de ça. Et puis, mes plus grosses journées de clinique, c'est j'ai des cliniques spécifiques juste pour les maladies inflammatoires. Donc, où ce que je vois rien d'autre. Je vois pas de reflux gastrique, je vois pas de douleur abdominale, je vois juste des maladies inflammatoires. Alors ça, c'est une journée complète. C'est des patients qui sont malades, c'est des maladies chroniques. Ils sont souvent sur des médicaments immunosuppresseurs. Alors, ça, c'est une clinique plus lourde, mais c'est mon intérêt. J'aime ça. Fait que c'est la journée où je revois tous mes patients, qu'on a commencé le traitement, voir que ça a changé leur vie, qu'ils sont mieux ou pas. Et puis, il faut réajuster les choses. Fait qu'il y a une belle continuité en gastro un peu. Vous revoyez les mêmes patients. Les mêmes patients. Oui, définitivement. Surtout quand c'est une maladie chronique comme ça. Donc, on revoit les mêmes patients. Et puis, les autres qu'on fait de l'endoscopie, par exemple, pour le dépistage de cancer du côlon, mais ils vont revenir après 3 ans, ils vont revenir après 5 ans. C'est les mêmes gens. Moi, ça fait 10 ans que je suis en pratique maintenant. Alors, là, je les revois parce qu'ils reviennent. Au début, on les voit pas. On dit, ils sont partis. Mais là, ils reviennent et disent, c'est vous qui avez fait ma coloscopie il y a 5 ans. Cool. Là, tu regardes dans le dossier, oui, c'est moi. Fait que la relation longitudinale, mettons, quand même, avec le patient à travers le temps. Oui, et définitivement, ceux qui sont suivis de façon chronique en clinique, ça, oui, absolument. Puis dans ces maladies-là dans lesquelles vous êtes spécialisé, avez-vous comme des grandes questions que vous aimeriez répondre dans votre carrière de recherche un peu, ou des grandes areas, que je peux dire en anglais, entre guillemets, qui sont comme manquantes dans la compréhension de ces maladies-là? Oui, définitivement. En fait, c'est une des choses qui m'intéresse le plus dans les maladies inflammatoires de l'intestin, c'est qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre. Et puis, c'est un domaine où, entre 2012, quand j'ai commencé ma pratique, et aujourd'hui, 10 ans plus tard, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Quand j'ai commencé ma pratique, on avait 2 agents biologiques d'une même classe, les anti-TNF. Là, on est rendu à 4 ou 5 ou 6 classes. Puis juste cette année, il y a 3 nouveaux médicaments, 3 nouvelles molécules qui s'en viennent. Alors, ça nous garde toujours. Il faut connaître les molécules, il faut savoir comment ça fonctionne, suivre la science, chez quel patient qu'on les utilise, c'est quoi les effets potentiels secondaires. Fait que ça, c'est un domaine très dynamique dans ce sens-là, où ce que moi, je le vois, parce que juste sur les 10 ans que je suis là, ça a changé beaucoup. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre sur la maladie elle-même, comment elle évolue, sur pourquoi qu'un tel, on lui donne ce médicament, il répond, tandis qu'un tel, il répond pas. On ne sait pas. Puis une des choses qu'on a encore de la difficulté à faire, c'est que nos taux de ce qu'on appelle de rémission endoscopique, c'est-à-dire que l'intérieur du côlon guérit parfaitement, c'est à peu près encore 25-30%, au plus 35%. Alors, il y a encore 70% de nos patients où ce qu'on n'est pas capable de les rendre en rémission, de les rendre où ce qu'on veut les rendre. Et puis ça crée... ça crée qu'il y a encore beaucoup de recherches pour comprendre pourquoi on n'est pas capable de se rendre là. C'est quoi les démarches qu'on doit prendre? Est-ce qu'on doit avoir combiné des médicaments? Est-ce qu'on doit avoir des meilleures molécules? Est-ce qu'on doit avoir un mécanisme d'action qui est différent, qui ferait en sorte qu'on répond mieux? Comme c'est arrivé, par exemple, en dermatologie pour le psoriasis. Le psoriasis, il y a 5-6 ans, les taux de rémission, guérison de la peau, c'était
peut-être 50%. Et là, ils ont des nouvelles molécules où c'est rendu 90% ou 95%. C'est comme wow, on est jaloux. Moi, je veux être là. Je veux être là aussi. Je veux que je pouvoir participer. Oui, exactement. Puis arriver à dire à mon patient, regarde là, je suis certain que ça va fonctionner celle-là. Tandis que là, je suis là comme, regarde, on va l'essayer, on va voir comment c'est. Puis si ça marche pas, on va regarder d'autres choses. Puis on va essayer d'autres choses. Puis à la longue, quand tu as 3, 4, 5 molécules, ça peut être 2 ans, 3 ans où ce que le patient il est pas bien. C'est long. Essai-erreur. Puis nos patients, la grande majorité du temps, sont jeunes. Ils sont diagnostiqués entre l'âge de 20 et 40 ans. Fait qu'ils sont tous jeunes, ils commencent leur carrière, ils commencent leur vie, ils sont peut-être à l'université ou une jeune famille. Et être malade, ça les affecte beaucoup parce qu'ils sont peut-être pas capables de finir leur travail, finir leurs études ou retarder ou à pas avoir les mêmes opportunités que quelqu'un d'autre qui est en pleine forme, qui est capable de performer. Au pic de leur vie. Voilà, exactement. Puis c'est là. Fait que ça rend encore plus valorisant pour moi, parce que si je suis capable de les remettre, leur donner une qualité de vie qui était exactement pareille, mais c'est au pic de leur âge. C'est là qu'ils veulent cette qualité-là parce qu'ils sont sur une montée. Là. Alors, on influence beaucoup le patient. Le patient, il se sent que cette qualité de vie-là est extrêmement importante pour lui et puis il veut se rendre il veut être en rémission parce que là, il veut revenir à une vie. Puis quand on a 25 ans ou 30 ans, on se sent imbattable, invincible. On veut tout faire, on veut voyager, on veut tout. Mais là, quand tu te sens malade puis tu sens que tu as beaucoup de restrictions, tu regardes tout le monde autour de toi, puis tout le monde est pas pareil que toi. Alors, il y a beaucoup de facteurs et c'est ça qui est très gratifiant, là, si on veut, que tu puisses amener un patient à avoir une qualité de vie qui se rétablit, qui est normale. Et sinon, c'est comment votre qualité de vie en termes, genre l'emploi, famille, vie sociale? Souvent, c'est quelque chose en médecine, j'ai l'impression qu'il y a une question dans les spécialités un peu touchy. Donc, est-ce que vous diriez que vous avez quand même une bonne qualité de vie? Oui, absolument. Moi, je pense que c'est une des autres choses qui m'ont attiré de la gastroentérologie. Parce que... donc, les cliniques, on les contrôle, donc on peut décider. Donc, ma journée et demie de clinique, je sais que je peux commencer à 8, je peux commencer à 8h30 je sais quand je finis, à peu près. Et puis, même ça a changé avec le temps. Là, j'ai des enfants, si je veux les amener à l'école, mais je commence un tout petit peu plus tard, puis je finis un peu plus tard. Donc, je peux modifier. Donc, il y a une flexibilité là-dessus avec ça pour la clinique. Et puis, quand on a fini la journée, c'est fini. Il n'y a plus rien après. Même chose pour mes journées de procédure. Je finis ma journée, mais tu rentres à la maison, c'est fini. Vous n'êtes jamais sur appel? On est sur appel, oui, définitivement. On est sur appel. On fait une semaine à la fois. Donc, ça n'est pas des centres, mais nous, on fait une semaine à la fois, donc 7 jours, où on est sur appel 7 jours sur 24 heures sur 24 pendant cette semaine-là. Là, c'est plus occupé, mais je vous dirais c'est à peu près 7 à 8 semaines par année. Ah, OK. Ou ce que c'est comme ça. Donc, une fois qu'on a fait notre semaine, après ça, on sait que nos soirs et week-ends sont libres après. Fait que ces semaines-là, on planifie un peu moins de choses. Mais même durant cette semaine-là, je vous dirais, ce qui est bien avec la gastro, c'est que le patient doit être stable pour nous, pour qu'on puisse faire des procédures. Quelqu'un qui vient avec un saignement digestif, puis qu'on doit aller rentrer à l'hôpital pour faire une procédure d'urgence, mais il doit être stable. S'il n'est pas stable, s'il saigne beaucoup, ben on peut pas le faire parce qu'on peut pas le sédationner. Fait qu'il faut que l'urgentologue ou aux soins intensifs ou autres, il faut qu'il stabilise le patient pour qu'on puisse rentrer le faire. Ça nous donne du temps. C'est comme occupez-vous pendant qu'ils sont instables. Voilà. Puis... Quand ils seraient stables, appelez-nous, puis on va venir. Puis, fait que ça nous donne un peu de temps, ça nous donne quelques heures avant qu'ils puissent stabiliser, le transfuser ou quoi que ce soit. Et puis, ça nous permet un peu de planifier aussi parce que c'est rare que ça va arriver à 3 heures du matin. Ça peut être 2 fois par année. Mais la plupart du temps, si c'est en soirée, ça me dérange pas beaucoup. Je peux rentrer puis revenir 1 heure ou 2 heures plus tard. Et puis, alors, c'est pour ça que sur une semaine, disons, de garde, ça se peut qu'on rentre une fois, des fois 2, durant la soirée.
Fait que c'est sur une année, c'est quand même une belle qualité de vie, puis ça permet de... Ça a du bon sens. Ça a du très bon sens. Ah ouais, ça sonne bien. Oui, exactement. C'est pour ça que ça, c'est un avantage. Il y a d'autres spécialités où c'est plus difficile, où, par exemple, ils ne pourront pas faire une semaine d'affilée parce qu'ils rentrent presque à toutes les nuits. C'est impossible. Ils ne pourront pas fonctionner. Alors, ils vont faire des journées. À toutes les 3-4 jours, ils ont une journée. Ça, c'est d'autres spécialités parce que c'est beaucoup plus demandant. Tandis que nous, c'est pour ça qu'on est capable de faire ça. Donc, on le fait sur une semaine. En médecine interne, mettons, si on compare avec les autres spécialités, y en a-t-il d'autres que ça ressemblerait à ça en termes de qualité de vie, ou vous trouvez vraiment que c'est la gastro, ça? Non, mais il y en a d'autres qui ont encore, je pense, des meilleures qualités de vie parce que dès que tu fais des procédures, là, tu es à risque, on risque de t'appeler. Tu es en endocrinologie ou en rhumatologie, c'est quand même assez rare qu'on va t'appeler parce qu'il y a une super urgence à la nuit pour rentrer pour ça. C'est quand même assez rare. Ça peut attendre le matin. Ça peut attendre le lendemain matin. La plupart du temps, où tu peux le faire régler au téléphone, dire OK, fais ces prises de sang-là, puis demain matin, je les regarderai pour pouvoir ajuster. C'est quand même... mais quand tu fais des procédures, faut être là en personne. C'est certain. Moi, c'est sûr que je ne suis pas cardiologue, mais je vous dirais peut-être en cardio, c'est plus urgent. Parce que quelqu'un qui fait de l'arythmie ou qu'il y a une crise cardiaque, tu ne peux pas attendre au lendemain matin, il faut que tu rentres là le faire. Alors, fait qu'on n'a pas cette urgence-là, mais on est comme entre les deux. Parce qu'on fait des procédures quand même, mais c'est pas extrêmement urgent là, mais c'est pas quelque chose qu'on peut toujours attendre jusqu'au lendemain matin. C'est quoi les points plus négatifs de votre pratique que vous aimez un peu moins? La paperasse. Donc, tout ce qui est papier, parce que souvent, par exemple, si tu pars une semaine de vacances ou si après une semaine de garde, je me retourne au bureau puis j'ai comme une pile de papier, de prise de sang, de résultats, de toutes sortes de courriers qu'on doit passer à travers. Donc, ça, c'est long. Puis, je vous dirais... il y a d'autres facteurs. Des fois, c'est frustrant. Par exemple... il y a beaucoup de patients qui n'ont pas de médecin de famille. Fait que tu te retrouves à être en même temps, tu ne veux pas laisser le patient dans la rue, puis oui, tu veux l'aider, mais on est à peu près, je pense, 250 gastro-entérologues au Québec, quelque chose comme ça. C'est impossible que chaque Québécois ait un gastro-entérologue. C'est impossible. Alors, souvent, on va voir le patient, on va commencer un traitement, on va dire, va voir ton médecin de famille. Lui, il va continuer le traitement après si ça va bien. Fait que mais s'il n'y en a pas, on est comme on n'a pas le choix de s'en occuper. Alors ça c'est un peu plus... ça devient un peu plus problématique. Puis je vous dirais que dans la gastro-entérologie générale, il y a beaucoup d'influence de la santé mentale. L'anxiété et le stress affectent beaucoup les patients. Et puis, ils vont faire en sorte que les patients vont avoir beaucoup plus de symptômes. C'est comme un cercle vicieux, là. Exact. Puis, ils vont se dire... Je suis anxieux, là, j'ai plus de reflux, je suis anxieux, puis là, puis ça continue. Puis souvent, je leur dis, un exemple que je donne tout le temps à mes patients, je leur dis, regardez, quand vous étiez plus jeune, puis que vous aviez un examen, tout le monde a des papillons à l'estomac, certaines personnes vont avoir de la diarrhée ou vont vomir. Puis dès que l'examen est fini, là, tout le monde va courir au McDo pour avoir un sundae. Puis qu'il n'y avait rien d'anormal dans ton estomac le matin, c'est juste que de la façon que tu exprimes ton anxiété, ton stress, ça ressort parce que c'est relié, c'est intimement relié. Fait que quelqu'un qui est très nerveux dans la vie ou qui a des symptômes dépressifs va développer beaucoup de symptômes gastro que moi, je peux rien faire avec. Alors, et puis lui, le patient se sent démuni aussi parce que il n'y a pas de ressources. Il n'y a pas de médecin de famille, ou s'il y a un médecin de famille, mais il y a besoin de voir peut-être un psychologue qui coûte de l'argent, puis il faut attendre 2 ans. C'est long. Alors, ça devient un peu frustrant parce que le patient, il dit, mais oui, mais j'ai mal au ventre. Je dis, oui, mais c'est pas ton ventre qui fait mal, c'est parce que tu es stressé que tu as mal au ventre. C'est pas parce que... et des fois, les gens... ils comprennent pas toujours c'est pour ça que je leur donne des exemples comme ça pour qu'ils essaient de comprendre un peu c'est quoi que je veux dire, mais il y a pas les ressources suivent pas, alors ça devient cet aspect-là est un peu des fois frustrant là. Mais ça c'est justement je trouve quelque chose que je trouve en tout cas à mon niveau difficile en gastro-entérologie en particulier, c'est que des fois c'est difficile de savoir justement, est-ce que la personne a vraiment un problème
qui devraient être investigués versus... Tu sais, tout le monde a des petits problèmes, là, qu'on disait tantôt de gastro, de genre, tout le monde a un peu mal au ventre de temps en temps, une diarrhée, des gaz, etc. Ouais. Puis là, faire la différence entre ce qui devrait être investigué versus non, justement, que ça peut être causé par le stress. Fait que pour, mettons, des médecins de famille, ça arrive souvent que vous recevez des appels de genre, ce genre de questionnement-là? Non, pas des appels de médecins de famille, mais il y a des... Il y a des choses qui sont développées dans les dernières années où il y a des tests qui permettent de déterminer est-ce qu'on a un problème inflammatoire ou c'est-tu un problème ou que c'est vraiment autre chose. Là, ça peut être lié à la diète ou ça peut être lié au niveau de la santé mentale. Alors, ça, on fait un peu d'éducation au niveau des médecins de famille pour dire, regardez, si ça, c'est des symptômes d'alarme. Ceux-là, vous nous envoyez. Savoir les drapeaux rouges. Comment les drapeaux, comment les reconnaître. Quelqu'un qui perd du poids, c'est pas normal. Quelqu'un qui se réveille la nuit, c'est pas normal. Personne ne se réveille la nuit pour avoir une selle. C'est pas normal. Ou bien s'il y a des marqueurs d'inflammation, quand vous avez fait des prises de sang, ils sont pas normales. Ça, il faut le marquer dans votre consultation. Pour que moi, je sache que cette personne-là, il faut que je la voie beaucoup plus tôt que quelqu'un d'autre, que tout est normal. Il n'y a absolument rien. Ça fait 6 ans que ça dure. Les chances qu'il n'y a pas grand-chose quand ça fait 6 ans ou 10 ans que ça dure. Quand ça fait 2-3 mois et qu'il y a des marqueurs, il y a quelque chose il y a des drapeaux rouges, là, comme on disait, ça, c'est quelqu'un qu'il faut voir quand même vite. Et parce que, comme tu disais un peu plus tôt, tout le monde a des petits problèmes tout le temps. Ça peut arriver. Alors, il y a beaucoup de gens qui se plaignent à leur médecin de famille. Alors, souvent, les médecins de famille vont faire des tests. Mais après ça, si la personne se plaigne encore une deuxième fois, puis une troisième fois, mais il dit, OK, mais je vais t'envoyer voir la gastro. OK. Fait que nous, on se retrouve inondés. Ouais. Fait que là, il faut faire un triage, savoir lequel que je vois là, puis lequel qui peut attendre 1 an ou plus, peut-être sur la liste d'attente. C'est pour ça que ces choses-là sont très importantes. Ouais. À marquer. Parce que si le médecin de famille marque ballonnement, douleur abdominale, ça me dit pas grand-chose. C'est vague encore. C'est extrêmement vague. Ça peut être quelque chose de grave, comme ça peut être quelque chose de très bénin. Cette personne-là n'aura pas de priorité. Mais en clinique, si c'est quelque chose que vous voyez que c'est pas grave, ça doit pas prendre de temps non plus, tant que ça. Si c'est grave, vous voulez dire? Si c'est pas grave, c'est sûr que ça gruge du temps à la longue. Voilà. C'est ça. C'est que ça prend la place de quelqu'un d'autre. Ouais. Qui attend peut-être, qui aurait peut-être quelque chose de plus urgent pour être vu plus tôt. Puis souvent aussi, j'ai l'impression que peut-être beaucoup de gens, que ça les rassure d'avoir la composante physique aussi du mal. C'est-à-dire que le mal au ventre, puis que c'est ça. J'ai l'impression trouver la raison. C'est ça, la raison de pourquoi je suis pas bien, c'est parce que j'ai mal au ventre. Fait qu'il doit y avoir un peu un servicieux, comme vous avez dit, par rapport à ça. Oui, et puis c'est ça. Puis des fois, ils disent, mais là, mais j'ai mal. On me croit pas. J'ai dit, c'est pas que je vous crois. Oui, on vous croit que vous avez mal. Mais je vous dis que... avoir mal ne veut pas nécessairement dire que vous avez physiquement quelque chose d'anormal. Physiquement, ça peut être complètement normal, mais vous avez mal encore. C'est vrai. Ça peut être compliqué à pour les réaliser, gens de comprendre. Oui, c'est ça, exactement. Ça peut être difficile des fois. Puis si vous aviez un truc que vous voulez dire aux étudiants pour les attirer en gastro, genre mettons à un étudiant à notre stade, là, en première, deuxième, troisième année, qu'est-ce que vous lui leur direz? Pourquoi c'est la meilleure spécialité? C'est la meilleure. Moi, pour moi, c'est la meilleure spécialité pour plusieurs raisons. Parce que tu as une satisfaction presque immédiate. On aide beaucoup de gens et puis les gens, il n'y a personne qui n'a pas de problème gastrique ou qu'il ne connaît pas quelqu'un qui a des problèmes gastriques. Alors, on touche à beaucoup de gens. On peut aider beaucoup de gens. Et puis, on peut le faire de façon très rapide parce qu'on est capable de voir la problématique puis traiter la problématique quand même rapidement. C'est un domaine qui change, qui a encore beaucoup de choses à apprendre. On est à l'avant-garde de la science. Il y a beaucoup de recherches. Alors, et puis, pour quelqu'un qui veut faire des procédures, qui aime travailler de ses mains, c'est extraordinaire parce que c'est moins demandant que la chirurgie en termes de qualité de vie. La qualité de vie est quand même assez bonne, mais quand même, on fait beaucoup de procédures qui sont c'est très, très valorisant. Puis je vous dirais souvent, parce que nous, on a beaucoup de... c'est une anecdote, là, souvent, on a tous les résidents de chirurgie viennent toujours faire quelques mois en gastro, tout le temps, parce qu'ils doivent
apprendre un peu les problèmes gastro, parce qu'on est comme très proches. Les problèmes chirurgicaux, souvent, ils ont des problèmes gastro en premier. Et puis, beaucoup d'entre eux, beaucoup de résidents en chirurgie disent « si je ne devais pas faire 3 années de médecine interne, je pense que je ferais plus de la gastro que de la chirurgie générale. » Ouais, beaucoup. Parce que c'est très proche et puis on fait beaucoup de choses, donc de procédures, c'est beaucoup de techniques. C'est vrai que ceux qui vont en chirurgie, c'est qu'ils aiment justement cette reconnaissance directe là, de voir le avant-après. Le avant-après, puis tu te fais tout de suite, tu as une appendicite, tu rentres, on t'en le coupe, on t'enlève, t'es bien, c'est réglé. Et puis, il y a ça en gastro aussi. Alors, tu sais, fait qu'on est intimement proche de la chirurgie, mais on a beaucoup encore de la médecine interne. C'est-à-dire, tu sais, on a l'hépato, on a tout ce qui est, tu sais, les maladies inflammatoires. Et puis, c'est très diversifié. Tu sais, il y a l'hépato, il y a les maladies du pancréas, il y a les maladies intestinales, les maladies inflammatoires de l'intestin. Donc, il y a beaucoup de diversité. Alors, on peut toujours trouver quelqu'un peut trouver son compte à ce qu'il aime le plus. J'ai une drôle de question un peu, là, mais j'ai l'impression que, mettons, moi, qui ne connaissais rien de la médecine au début, j'aurais entendu gastroentérologie, puis je me serais imaginé comme être dans les excréments sans arrêt, là, un peu. Là. Ouais. Comme, tu sais, j'ai pas les odeurs de ces trucs-là qui peuvent être comme un peu plus dégueu. Est-ce que c'est quelque chose dans le day-to-day ou pas? Non, mais c'est une bonne question parce que les gens, quand que je leur dis c'est ça qu'ils travaillent, c'est ça mon travail, ils m'ont dit oh my God, t'es toujours dans la. Mais absolument pas. Parce que quand on fait nos procédures, quand on fait les gastroscopies et les coloscopies, les gens sont complètement vides. Si vous passez une journée dans la salle d'endoscopie, vous sentez absolument rien. Il n'y a pas vraiment d'auteur parce qu'ils sont tous vides. Alors, c'est excessivement rare que, par exemple, quelqu'un va venir, il n'est pas bien préparé, fait que ça va puer un peu, mais c'est comme... ça arrive dans d'autres spécialités comme dans aussi, n'importe quelle autre spécialité. Mais en général, non, définitivement, on n'a rien de ça. Et puis, ça m'aide aussi, je n'ai pas un très bon nez. Fait que je sens pas bien. Ça aide un peu. Des fois, parce que ça arrive, ben, tant mieux. Je pense que c'est un avantage. Avec les masques aussi en ce moment. Avec les masques encore, c'est parfait. Les gens disent, tu sens pas? Je dis, absolument pas. Moi, j'ai très bien. Bon, c'est là. Sinon, un dernier conseil pour des gens qui cherchent leur spécialité en ce moment à notre niveau, là, dans comment prendre leurs décisions. Oui, je pense qu'il va falloir... Il y a 2 aspects pour moi. Je pense qu'il faut regarder qu'est-ce que vous aimez. Donc, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plus mental, qui préfère faire des analyses puis attendre plus longtemps, ou quelqu'un qui veut des choses, des réponses plus rapides? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui veut faire des procédures, qui ne veut pas faire de procédures? Quel genre de qualité de vie que vous voulez avoir? Est-ce que ça vous dérange d'être occupé? Il faut pas oublier que quand on a 25 ans ou 30 ans, c'est pas pareil que quand vous avez 50 ans. Si vous avez quelque chose, une spécialité qui est très demandante, puis que vous devez être souvent à l'hôpital tard le soir et tout ça, mais vous allez voir, c'est différent. Là. Quand vous dormez 1 ou 2 heures à 50 ans, c'est pas pareil qu'à 25 ou 30 ans. Alors, il faut juste prendre ça en considération. Puis après ça, je dirais explorer les choses, regarder c'est quoi, parler aux gens, passer une demi-journée ou une journée à juste observer, regarder ce que les gens font, puis vous allez voir si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous allume, ou si c'est quelque chose qui vous dit « Oh non, ça m'intéresse pas trop, moi je préfère faire ça ». Il y a des gens qui préfèrent être seuls, il y a des gens qui préfèrent travailler en groupe. Donc, je pense que chacun est différent, mais il faut essayer de trouver un peu, c'est la spécialité qui colle le mieux à vos valeurs, votre personnalité, puis ce que vous voulez faire dans votre vie et votre carrière. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Ça fait grand plaisir. Merci de l'invitation. Puis j'espère que ça vous a aidé. Et puis, si vous avez des questions par rapport à la gastro, ça va me faire toujours plaisir de répondre. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous.